que la première brigade continue le combat, l'armée belge se reconstitue. En novembre 1944, le gouvernement a décidé la création de 5 brigades d'infanterie. Elles seront instruites en Irlande. Février 1945. Les Alliés se partagent l'Europe à Yalta. Les secteurs d'occupation de l'Allemagne sont attribués aux 3 grands, dont les USA et l'Angleterre, qui cèdent une partie du leur à la France. À Londres, pour la première fois, on évoque la participation belge à l'occupation de l'Allemagne. En avril 1945, les Britanniques acceptent l'idée de céder la partie sud de leur zone à la Belgique, sans toutefois lui en confier le gouvernement militaire. Les visées françaises en direction de la région industrielle ex-Cologne ne sont pas étrangères à ces décisions. Pendant ce temps, la première brigade a quitté la Hollande pour l'Allemagne. Le 15 mai, après la capitulation allemande, elle occupe Burgsteinfurt puis Euld. À Burgsteinfurt, on avait rassemblé la population aux soins des MP pour aller, et avec l'accord des autorités allemandes locales et de la police allemande locale, pour obliger la population à assister à un film sur les camps de concentration. Un film que les Américains, les Anglais venaient de terminer. Alors voir toute cette population, tous sexes confondus, c'est-à-dire surtout des vieillards, des femmes et des enfants, assister à ce spectacle, c'était assez étonnant. Et on les a vus sortir, personnellement, je l'ai vu sortir. Certains étaient bouleversés et visiblement n'étaient pas au courant. On recherchait surtout les anciens SS, que les SS portaient un tatouage, leur groupe sanguin sous le bras. Alors on leur a demandé de tomber la veste et certains étaient très ennuyés parce qu'ils étaient dans le cas. Tegenover de Belgen denk ik dat ze wantrouwen waren. Hoe dat zo omging met de Engelsen, dat kan ik niet zeggen, maar toen wij zeiden, toen wij hen zeiden dat we Belgen waren, dan was er wel een beetje verbazing en een beetje achterdocht. En was daar een bepaalde reden voor? Maar ze wisten ook zeker hoe zij het thuis gehouden hadden in België gedurende de oorlog. Misschien hadden ze schrik van een vergelding. Maar dat is dan wel vlug geluwd, neem ik aan. Dat is vlug geluwd, ja. Ja. Maar er was toch altijd een zekere kaste Duitsers die bij ons met laten we zeggen, wantrouwen keken. We hebben dan het woord fraternisatie is gevallen, dat was natuurlijk niet toegelaten in geen enkel van de legers van de overwinnaars. Maar in de praktijk heeft het lang geduurd voor men dat door de vingers kon kijken? Ja, officieel ja, maar van individu tot individu was dat ook vergenoegd, want je kunt zo niet voortleven. Nee. Mensen in de onmiddellijke nabijheid. Er was wel een opkomst van, laten we zeggen, een poging tot vergelding als wij die film gezien hebben. Want wij wisten in mei 1945, wisten wij niet wat er in die kampen gaande geweest was. En voor ons was dat zelf een openbaring. En de Duitsers willen dus verplicht te gaan bekijken of ze kregen geen zegels om in te komen. La première division est constituée en juin, la deuxième en octobre. De retour d'Irlande, les nouvelles brigades d'infanterie participent, au fil des relèves, à l'occupation de l'Allemagne sous commandement allié. Fin 1945, les volontaires de guerre sont progressivement démobilisés et remplacés par les premières levées de miliciens. Meneer de Lippler, u was dienstplichtig van de lichting 45. Dus u hebt het al meegemaakt, u bent naar Duitsland gegaan. En hoe verliep dat eerste contact? Het eerste contact was, er was een verwoest land zou ik zeggen. Hè? Ja. Dus ik heb gezegd, over door Aken te rijden naar binnen Haas nacht nodig.
Dus er was puinhopen met die camions, dat was heel moeilijk. En ook de wegen, wat bomen die nog aflagen zo meer. Zodanig dat het wel de goede 2 dagen duurde dat we in Krefeld waren. Wat deed u zo een hele dag? En wij met ons de wagens, we moesten de recuperatie doen. De recuperatie, want dat zijn bijvoorbeeld, wij naar Troordorf, naar Bergislagbad, die andere steen, waar grote fabrieken waren. En in die fabrieken waren grote magazijnen, waar dat tuig die in die magazijnen was, goede nog andere dingen, die moesten naar oftewel naar België komen, oftewel naar het station, naar de Nijzerweg, voor ergens, ik weet niet waar. De eerste vrije tijd, dat was onder elkaar, er was niks. En Duitsland kon niet zeggen van daar is dat toe. Dan kon je vooral kaart spelen of zo meer. Ziet jongens onder elkaar, die amuseerden zich. Wat moet je doen? Achteraf kwamen dan stilaan de Duitsers terug, want deze kant van de Rijn was er niet meer te zien. Die mensen waren allemaal gelegd. En die kwamen stilaan terug. Daar hadden wij bijvoorbeeld al een keer een neus, want ze met die open was, dan zeg ik, we kunnen dan een keer binnen gaan. Ja, met een paar soldaten gaan we een keer binnen, daar was ja, compagnie, dus een andere compagnie, met die mensen te spreken en zo. In het eerste ogenblik, wat doen we dat toch dan? Ja. En zo kregen we stil contact. De eerste keer dat ik schrik van een Duits, dan moet ik echt zeggen, in de kazerne kwam er een Duitser, een bejaard mens, als coiffeur. En maar die man met zijn mes, met zijn scheer, hij zei, meester, wacht nu kapte ik het. Dès le début de 1946, le gouvernement belge entrevoit une occupation de longue durée. Elle nécessitera la mise en place de nombreux services dont les premiers s'organisent rapidement. Ancêtre de l'OCASC, l'Office central d'action sociale et culturelle et de messe et club BELAC, pour Belgian and Allied Army Club, ouvre à partir de juillet 1945 15 clubs en Allemagne. Ils permettront à nos militaires éloignés du pays de retrouver une ambiance propre à les distraire. Madame Moulia, oui, comment est-ce qu'on a recruté, au fond, tant de jeunes filles pour aller là-bas? Je crois que la plupart d'entre nous sont allés et ont entendu parler de l'organisation et voulaient en faire quelque chose pour la Belgique, les Belges. Après cette guerre, dans l'ensemble, nous étions fort jeunes et nous aurions voulu faire quelque chose et nous avons dû attendre d'avoir un âge un petit peu plus normal pour nous engager à ce genre de choses. Et vous vous engagez pour combien de temps? Il n'y avait pas de durée précise, il suffisait de donner sa démission si on souhaitait quitter, puisque nous étions volontaires bénévoles. Il y en a qui sont restés longtemps? Oui, je peux dire personnellement, je suis restée de 48 à fin 53. Est-ce qu'il y a eu des mariages parmi les Bellac et les militaires? Oui, c'est pour ça. C'est votre cas. Que j'ai quitté après 22 mois, et 2 mois après, je suis revenue avec mon mari en Allemagne. Et qu'est-ce qui a mis fin à l'existence de Bellac? Est-ce que c'est le changement de statut, la fin du statut d'occupation ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas certaine. À vrai dire, je sais que nous avons été remplacés par la CMC. Et je pense que ces deux-là, les soldats à ce moment-là ont été, depuis déjà un petit moment, été réautorisés à aller dans des établissements allemands. Et de ce fait-là, nous n'avions plus nécessairement la même utilité sociale que nous avions en principe dans nos activités. L'équipe qui a précédé la création de BELAC s'appelait BBW, Belgian Brigade Welfare. Et les précurseurs, comment dirais-je, la fondatrice de l'organisation est l'épouse du commandant comte de Limbourg-Stiron, qui étaient des princesses de l'île et qui avait engagé des dames pour s'occuper des pauvres petits soldats. Mais ça s'est très bien passé et certaines d'entre elles ont fait campagne, la deuxième campagne de Hollande. De la ligne évidemment, mais avec les troupes combattantes. En complément, un service welfare est constitué. Il est chargé d'organiser des activités de détente pour le plus grand nombre.
les loisirs du soldat, ça comptait. Quand nous étions à Deutschdorf, il y avait un nouveau film tous les 3 jours. Tous les jours, un nouveau film. Le cinéma était devenu, les Anglais avaient fait pendant la guerre du cinéma un temple de civisme. On voyait des films de guerre, les bons étaient toujours récompensés, les mauvais étaient toujours punis. C'était hautement moralisateur. On a continué ce système-là pendant un certain nombre d'années. Mais nous ne sommes jamais pleins d'ennui. Le commandement de la main-d'œuvre civile arrive dans la zone en mars 1946. Sa mission consiste à mettre du personnel allemand gratuitement à la disposition des unités, services et familles qui le désirent. Moi, je m'occupais d'un bureau de main-d'œuvre civile à Aix-la-Chapelle où il y avait 2500 personnes gérées, les servantes de ménage jusqu'aux chirurgiens d'hôpitaux. Et la grosse partie, le gros bloc, était les corps forestiers. Et c'était facile de les recruter, oui. Ah, c'était assez facile de les recruter parce qu'il ne fallait pas se donner de peine. C'était eux qui venaient directement. Comme ils étaient privés à peu près de tout à cette époque-là, ils ne demandaient qu'une chose, c'était de travailler pour les troupes. Est-ce qu'ils étaient, disons, fidèles, zélés, de bonne volonté? Ah, ben écoutez, au début, oui. Mais alors, au fur et à mesure que l'industrie allemande se renaissait, là, il y avait évidemment des appels vers les fabriques allemandes, etc. Alors là, on perdait et il fallait recruter alors d'autres main-d'œuvre. Les rapports ont toujours été extrêmement cordiaux entre la main-d'œuvre civile et les militaires. Quels étaient les effectifs allemands? Lorsque je suis arrivé, il y avait environ 22 000 personnes allemandes pour la toute grosse majorité. Et quelle époque? En 1955. La ville de Cologne, à l'époque, en 1955, possédait déjà une usine forte. Et chaque fois que l'usine forte avait besoin de mécaniciens, elle l'appelait nos mécaniciens d'Ischendorf, leur donnait un marque ou deux en supplément par jour ou par heure, je ne m'en souviens plus. Et lorsque le travail là-bas était terminé, il remettait sa jambe au chômage et ces gens venaient naturellement pleurer pour venir travailler chez nous. La même année sont créés les hôpitaux de campagne numéro 1 à Bensberg et numéro 3 à Soest. La section médicale dirige le service de santé du corps. « 11 bureaux de postes secondaires sont ouverts, dont le premier s'établit à Monschau. Il dessert le corps des forestiers destinés à fournir du bois pour les charbonnages et pour la reconstruction. Les unités de Sédichar, service de distribution de charbon, utilisent des prisonniers allemands pour livrer le charbon dont la Belgique a le plus grand besoin. Les sections de la première compagnie MP s'installent dans les garnisons. Leur mission consiste à réprimer le marché noir, à faire respecter le couvre-feu, à rechercher les criminels de guerre et à imposer la discipline. Des sections de prévôté sont créées au sein du corps d'armée et de chaque division dès le 12 mars 1946. Un conseil de guerre mobile existe à Bad Godesberg. Dans sa zone, la Belgique a prévu le déploiement d'un état-major de corps d'armée existant à Bruxelles depuis le 3 janvier 1946, de 2 divisions et de troupes de corps. L'occupation serait effective pour le 1er avril 1946. L'état-major de la première division arrive à Bad Godesberg le 13 mars. Il reprend la responsabilité de la zone jusqu'alors dévolue à la division des gardes. Outre Cologne, il coiffe dans la région de Aix-la-Chapelle et de Bonn les unités belges jusqu'alors sous commandement opérationnel britannique. L'armement de base se compose du fusil Lee-Enfield, de la mitraillette Sten, du fusil mitrailleur Bren, de l'arme anti-char Piat et du mortier de 3 pouces. Alors que les véhicules les plus significatifs, outre la fameuse Jeep Willys, se nomment Scout Car, Mark III, Lloyd Carrier, Staghound
et Fort Son. Ces missions sont la sécurité intérieure, y compris celle des camps de prisonniers, l'assistance aux Britanniques et le désarmement des Allemands. L'entraînement et l'instruction occupent largement les journées. Les militaires anciens prisonniers de guerre rejoignent les unités à cette époque. Si dans certains pays, comme la France, il y a eu une scission entre les anciens d'Angleterre, les anciens prisonniers et les résistants, chez nous, c'était très très peu grave. C'était pas mal grave du tout. On est parvenu à souder les trois fractions de la guerre. Quand nous étions au début de l'occupation, c'est très, très bizarre, nous avons défendu les Allemands. Nous étions envahis par ce qu'on appelle les DPs, les Displaced Persons, les personnes déplacées. J'étais au bord de la Lippe, à Exfeld et à Limborg. Il y avait à Limborg un immense camp d'anciens prisonniers. Des Russes, des Polonais, des mercenaires du côté allemand, des Roumains, des Hongrois. C'était affreux, c'était des bandits. Et ces bandits rançonnaient les fermiers allemands toutes les nuits et les assassinaient. J'ai un jour vu 2 fermiers épinglés dans leur armoire à penderie, dans leur chambre, avec un poignard dans la gorge. La population allemande se sent humiliée d'être sous l'autorité d'un si petit pays. La plupart des habitants conservent pourtant une attitude digne et réservée. À bien des égards, leur vie est néanmoins bouleversée, la faim restant le problème principal. Malgré l'interdiction de fraterniser, de nombreux contacts se créent. Le marché noir permet à chacun de remédier aux multiples difficultés. La non-fraternisation, c'était le mot d'ordre du jour. Il était donné comme consigne à toutes les forces alliées de ne plus regarder les Allemands et de ne pas fraterniser avec eux. Mais, quand vous demandez à des jeunes gens de 20 ans, quelle que soit leur nationalité, de ne pas sourire à des filles blondes du Rhin qui sont remarquables de Sveltes, c'est très difficile. C'était votre cas probablement aussi. On ne peut rien vous cacher. C'est en 1953, quand les temps d'occupation s'est terminé et que le général Girst avait demandé à toutes les troupes de stopper tout marché noir parce qu'il ne fallait pas handicaper l'industrie allemande et l'économie allemande dans son ascension. Ik heb hier de juiste getallen bij me van hoe dat in 1948 de oprichting van het Atheneum in Honnef financieel tot stand gekomen is. Dat heeft dus gekost, even kijken, hier, voor de 150 banken die er nodig waren, heeft men gekocht met 3850 pakjes sigaretten. De 360 meter behang hebben 1000 pakjes sigaretten gekost. De volledige ombouw van de gymnastiekzaal, 1600 pakjes sigaretten. En zo verder, en zo verder. Dus die handel is dus, heeft dus wel degelijk plaats gehad. Le 4 avril, le général Piron prend le commandement de la première division d'infanterie. Le 10, il adresse une note au ministre de la Défense dans laquelle il se plaint du ravitaillement. Les cadres doivent être jeunes et compétents, écrit-il également. Dans l'Allemagne dévastée, surgiront à terme d'autres problèmes. L'indispensable arrivée des familles, leur logement, l'éducation des enfants et les distractions. Une commission évalue à 2300 le nombre des habitations nécessaires et à 650 le nombre d'enfants à instruire. Des services d'installation des familles seront créés dans chaque place. C'est en 1947 qu'il a donc fallu trouver les logements des familles, les écoles, avec M. Sachs et M. Rory, je me rappelle, oui. Hein, et les magasins pour les CMC, les Bellac, etc. Bon,
je dois vous dire qu'il n'y avait pas de bureau de réquisition. Il y avait dans chaque place commandanture, bureau de place, on appelait ça à l'armée belge, un service d'installation de famille. Et ça se composait d'un officier, d'un sous-officier, 2 soldats et un interprète. Il faut savoir que les Anglais, quand ils ont conquis l'Allemagne, avaient déroulé derrière eux un tapis de fonctionnaires qui étaient destinés à gouverner les territoires conquis. Et ça s'appelait le military government, et c'était eux qui nous donnaient les directives pour les réquisitions et l'installation des familles. Les Britanniques envisagent l'arrivée de leurs familles en juillet. Elles seront suivies des 170 familles belges autorisées par le général Piron à venir s'installer dans les différentes garnisons. Les premières familles débarquent du train des permissionnaires journaliers, le TPJ, le 28 août dans la région d'Aix. Malgré la bonne organisation générale, surgissent quelques difficultés de ravitaillement, de dotation de mobilier et de transport. Toen u vernam dat u met de familie naar Duitsland zou gaan wonen, hoe was uw reactie? Ja, ik was eigenlijk blij. Mijn man was al 2 jaar weg, dus terug onder het leger. En ik moet wel zeggen, ik was nog nooit buiten België geweest, maar ik was toch blij dat ik kon vertrekken. We hebben daar 10 jaar bij dezelfde familie gewoond, heel goed vrienden geworden. Ze hebben voor ons, en zeker voor de dochter, gezorgd gelijk grootouders. En het moet toch wel voor die families moeilijk geweest zijn. We hebben dat net van meneer Asson vernomen, dat daar zo vaak militairen verplaatst werden naar andere kampen, naar andere gebieden. En die families moesten maar voortdurend verhuizen. Dat moet voor die families toch wel lastig geweest zijn. Ja, voor de families misschien wel, maar voor de kinderen niet. Je moet dat voelen. Ik ben ook onderwijzeres, ik heb het eerste studiejaar lesgegeven. Ja. En je moest niet aan die kinderen aanpassen. En je moet kloon spelen met de klas, je moet de kinderen laten lachen, dat ze ontspannen en dan zijn ze tevreden. De kinderen hadden er absoluut geen last mee. Depuis avril 1946, le camp de transit numéro 1 gère 2 hôtels à Aix et à Cologne. Les mois suivants voient la création d'une coopérative militaire de l'armée d'occupation. La direction s'installe à Bad Godesberg. Les magasins de vente desservent plusieurs garnisons. La cantine militaire centrale, CMC, n'apparaîtra qu'en janvier 1948. Le but de cette ASBL est de rendre des services à la communauté militaire par l'ouverture des cantines et de clubs et par la fourniture de marchandises diverses. Un service territorial s'organise immédiatement. Ces missions concernent l'installation des troupes, les réquisitions, les quartiers, les clubs, le welfare, l'installation des familles, les affaires civiles en liaison avec le gouvernement militaire. Son efficacité conditionnera la qualité de vie dans les forces belges d'occupation. Cette découverte d'une vie nouvelle, l'installation dans des conditions tout à fait c'est moi qui inédites. dis au commandant de Requel que mon père avait attendu 6 mois pour un logement. Parce que ça, il fallait trouver des logements, ça n'allait pas tellement vite. Et alors bon, mes parents sont installés là-bas, j'ai suivi bien sûr. Et bon, là, la vie s'est organisée. Comme à cette époque-là, Mme Peters disait, il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de restaurant allemand. Nous vivions en vase clos, sur nous-mêmes, les familles s'organisaient. Dès le mois de mai 1946, un appel a été lancé afin de recruter des instituteurs pour les enfants de l'armée d'occupation. 400 candidats se présentent pour 40 places. Ik ben als eerste Vlaamse onderwijzer naar Duitsland vertrokken met de groeten van de Place d'Ailly, was toen vroeger de landsverdediging. Meneer gaat daar als kinderen een maandje of 2, 3 helpen.
daarna zal het wel gedaan zijn. Uit de 3 maanden zijn 40 jaar geworden, of 50 jaar. Ten andere, diezelfde commandant die mij dat toegezegd heeft, heb ik daarna terug in het garnizoen zelf gezien dat hij daar het garnizoen kwam overnemen. Monsieur Rorive est désigné le 1er octobre pour organiser cet enseignement, fonder les écoles et pourvoir à leur fonctionnement. Il s'installe à Bad Godesberg. Les 10 premières classes sont ouvertes au début de décembre dans 6 garnisons. Les cours se donnent souvent dans des maisons réquisitionnées. Wat wel aangenaam was en waarbij ik direct werd geconfronteerd, dat was dat we een klas kregen met zo ongeveer een 40-tal kinderen in. Van het eerste leerjaar, dus paggarkes van 6, 7 en grote meisjes of jongens van 13 en 14 jaar. Maar het probleem was een militair probleem. Waar zit die knoop? Dat is de vraag die je me wilt stellen. Ja, waar zit die knoop? Wel nu, dat is heel eenvoudig. Het leger hield destijds, en zeker in het begin, weinig rekening waar de vader, die een beroepsmilitair was, dienst deed. Dat wilde zeggen, met andere woorden, dat je een klas begon op de 1 september met 35 leerlingen, waarvan je er met kerstmis nog een 20 nog van had, van die 35 waarmee je betrokken werd. Bij Pasen nog een stuk of 7. En op het einde van het school hadden je geen enkele meer van die op 1 september begonnen was, maar je had nog altijd 35 of 40 kinderen. Wij zijn in uniform gebleven, dus officieel in uniform gebleven, want we kregen ook een kledingsvergoeding daarvoor. We zijn daarin gebleven tot plus minus 52, 53. En dan is dat afgeschaft geworden. Kregen we ook die kledingsvergoeding niet meer, maar voor de rest bleven wij dus geassimileerde officieren dat onder het nummer loopt 1133 in de militaire termen. Je me trouvais propulsée à 10 ans et demi pour ma dernière année de primaire dans une caserne. Et de là, je me suis retrouvée au pensionnat de Honnef, puisque le pensionnat venait de s'ouvrir, juste à temps pour moi, pour que je suive mes études de façon normale. Mais je me suis trouvée, moi toute petite, j'étais la plus petite de tout l'Athénée, et je me suis restée longtemps. Je me suis retrouvée en classe avec des jeunes filles de 16 ou 17 ans, qui étaient des femmes superbes, ce qui m'a donné un complexe terrible, évidemment. Mais qui... Pas raison. Le quartier général du 1er corps d'armée s'installe à Ludenscheid le 15 octobre 1946. Il a été précédé d'une semaine par celui de la 2e division d'infanterie. En décembre 1946, le général Piron prend le commandement du 1er corps d'armée, dont les effectifs ont été progressivement réduits pour remettre l'armée belge sur pied de paix. Le lieutenant-colonel Weber nous parle du général Piron. Il y eut un repas au mess des officiers à Weiden, l'Astoria. Repas à l'issue duquel, repas où se trouvaient tous les chefs de corps de l'époque, tous les lieutenants-colonels, et les anciens de Grande-Bretagne. Et au dessert, il a commencé par dire, messieurs, vous avez la chance d'avoir un ministre qui a fait la guerre. Et tout le monde savait que Spinois avait fait la guerre dans le camp des communistes pendant la guerre civile espagnole. Petit sourire circulaire, Spinois, bon. Alors, deuxième chose, messieurs, vous êtes tous des commandants de bataillon. Eh bien, je vais vous donner une leçon. La première qualité d'un officier, c'est d'être un aventurier. Drôle de leçon, hein. Il y avait l'équipe qui mangeait silencieusement, dit non. Mais je veux simplement dire, il avait la franchise de ses convictions. 1947 voit naître la guerre froide entre les soviétiques et les alliés occidentaux. La mise à mal de la notion de responsabilité quadripartite de l'Allemagne
en est la conséquence. Les manœuvres n'ont jamais arrêté et au début, on avait peur, on a eu d'emblée peur de la menace russe. Et les premiers thèmes tactiques étaient basés sur une défense du Rhin. Donc on était de ce côté-ci. Déjà en 1947. Déjà en 1947, oui. Oui. Les thèmes tactiques, c'était la défense du Rhin. C'est quand le général Speidel est devenu le patron de Centre-Europe, quand les Allemands sont entrés dans l'affaire en 1950, qu'on a envisagé la défense sur la Weser. Les thèmes tactiques ont changé, on a élargi le terrain de manœuvre. La doctrine Truman d'endiguement du communisme est à l'ordre du jour. Le sénateur Marshall propose un plan qui portera son nom, dont le but est de proposer une aide économique de la part des États-Unis à plusieurs pays européens. Souhaitant limiter sa présence sur la rive droite du Rhin, la Belgique évacue les Kreis de Warburg et Höxter le 15 mars 1947 et ceux de Paderborn et Buren en 1948. À 2 garnisons près, 6 en Hesse, toutes nos unités en Allemagne se situent en Nord-Westphalie-Rhénane, essentiellement regroupées autour de Aix, Cologne, Bonn, Gummersbach et Soest. Cette même année ne voit pas le rythme des déménagements et des dissolutions d'unités se ralentir. Eigenlijk hebben we geluk gehad. Want ik weet een familie die in ons huis gekomen zijn, in 60 zeker, die verhuisden ze een 20ste keer, de 3e keer naar Waken. 6 ans de vie là-bas, mes parents ont changé 7 fois de garnison. Donc les quelques fois par an où je pouvais retourner chez moi en week-end, en congé, c'était plus chez moi. On avait changé de maison, on avait changé de ville. Donc chaque fois, mes points de repère étaient bouleversés. Un guide pour les familles belges qui vont s'installer en Allemagne est édité. Très complet, il reprend directives, règles et conseils pour rassurer les épouses et les enfants qui vont prendre le chemin de l'Allemagne. Le premier bureau du service social ouvre ses portes le 23 janvier 1947 à Bensberg. La Belgique et les garnisons d'Allemagne sont reliées par le TPJ. Le train Cowboy effectue 3 fois par semaine le trajet Schaerbeek, Bonn, Siegen, NF ou Paderborn. Le parcours le plus long dure 11 heures avec la halte célèbre d'Herbestal où le passage à la cantine adoucit les affres de la fouille sévère. Le centre sportif et d'entraînement destiné à la formation des cadres du 1er corps d'armée est créé le 1er juin 1947 au château de Melhem, en bordure du Rhin. Il est le précurseur du centre sportif à Weiden. À cette époque, le quotidien de la zone d'occupation est entravé par toute une série de contraintes comme les limites de garnison, les listes de maisons interdites et la monnaie d'occupation. Les menaces d'espionnage sont réelles et les missions officielles soviétiques, appelées SOCSMIS, sont surveillées dans leurs moindres déplacements. Les indemnités d'éloignement et les achats à prix réduit dans les cantines militaires centrales permettent heureusement de compenser ces aléas. Le 17 septembre 1947, le 1er corps d'armée entame ses premières grandes manœuvres du temps de paix. Laissez-moi vous dire en toute franchise que pour ceux qui avaient fait la guerre, on essayait de recommencer. Bon. C'était surtout le but, c'était l'instruction.
Et alors il y avait un but qui était au fond moralisateur. Il n'y a rien de pire qu'une troupe qui s'ennuie. Donc il faut les occuper, il faut les fatiguer. Un coup d'État, impliquant les soviétiques, éclate à Prague le 22 février 1948. Les Alliés sont désormais persuadés que Staline se servira de sa zone d'occupation en Allemagne comme base d'attaque. Les tensions créées par l'URSS depuis 1946 provoquent une première alliance défensive entre les pays du Benelux, la France et la Grande-Bretagne. Cette alliance préfigure l'OTAN. En juin 1948, les soviétiques organisent le blocus de Berlin-Ouest qui nécessite un pont aérien américain permettant le ravitaillement. Il ne cessera qu'en mai 1949. À la même époque, une réorganisation transforme le corps d'armée en un corps de bataille à 3 divisions. Chaque division ne comporte plus qu'une seule brigade. Le QG du premier corps d'armée a ses quartiers à Lüdenscheid. Le QG de la première division est à Bad Godesberg, celui de la première brigade à Gummersbach. Le QG de la deuxième division reste à Neheim et celui de la 4e brigade à Soest. Le QG de la 3e division emménage à Aix et celui de la 7e brigade à Bensberg. Le QG du lieutenant-général Piron déménage vers Bonn, fin 48. Un camp de vacances pour les enfants des militaires est organisé pour la première fois en juillet à Reusrath. Le prix du séjour s'élève à 30 francs belges par jour. Les nombreuses démarches, engagées depuis 1946 pour doter les forces belges d'un Athénée, aboutissent en avril 1948. La décision est prise d'ouvrir un établissement dans un couvent des Ursulines de Bad Honnef. En we gingen wandelen in uniform. Hebben de Duitsers begonnen met stenen te gooien. Kinderen of volwassenen? Grote jongens waren dat. En dan zijn ze onmiddellijk teruggekeerd. En dan hebben ze dat gezegd tegen het leger. En dan is generaal Piron, dat ik daar juist verteld heb, onmiddellijk gekomen en hij heeft gezegd: Vous pouvez venir chez moi dans le parc, dans la maison. En dat was een heel mooi park. Fruitbomen heb ik daar juist ook verteld. Ze mogen niks afplukken, maar alles vragen wat ze willen. Wij zijn dus in Duitsland gegaan in 1947. Maar ik ben al een tijdje bij mijn grootouders gebleven, omdat eerst het Atheneum openging in 1948. Dus ik ben daar van een klein boerendorpje in de Limburg in dat Atheneum aangekomen in Honnef. Ik kende geen woord Frans. Dus met gevolg dat ik al het eerste jaar of tweede jaar, ik weet niet meer, een dikke buis heb opgelopen in het Frans. Maar ook met het gevolg dat ik goed Frans heb leren spreken. Achteraf. Omdat dus het Atheneum niet alleen gemengd was tussen jongens en meisjes, maar ook voor ons tweetalig. Les enseignants ont le statut d'officiers subalternes et doivent endosser l'uniforme militaire. Les élèves portent aussi l'uniforme. Ces dispositions ne disparaîtront qu'en 1959. Le seul point qui me dérangeait un peu, c'est que nous avions un uniforme kaki, ce qui, quand on débute dans la coquetterie, n'est pas spécialement séant, ni agréable à porter, parce que ce n'était pas du beau drap d'officier, et c'était au début du tissu de soldat. Et j'aime autant dire que ça grattait. Moi, j'ai d'excellents souvenirs, et notamment de Madame Rançon, qui s'appelait encore Mademoiselle Barra, et de cette discipline qui était ferme, mais au moins on savait à quoi s'en tenir. Nous avions tous les matins salué au drapeau. Alors vous imaginez, donc les professeurs et surveillants en uniforme là, les garçons là, les filles ici, et au centre, l'aigle allemand, parce que nous étions dans un ancien domaine des Hitlerjugend, au-dessus duquel on voyait monter le drapeau belge. Les 6 premières semaines, les enfants ne pouvaient pas rentrer à la maison. Les parents pouvaient venir le samedi et le dimanche.
mais les enfants devaient rester à l'internat. Parce que M. Sack disait, sinon ils ne vont plus revenir. Une liaison aérienne relie Köln-Ouan à Bruxelles. Elle fonctionne 3 fois par semaine pour le personnel militaire en mission ou en congé. Commencer d'abord par des dominés, des avions de 4-5 places, et puis sont venus les Dakota. Ce qu'il y avait de temps en temps, c'était un navigateur qui sortait du cockpit, il arrivait dans l'avion, il disait « Tentez pas de brûler », et puis il fermait sa porte. Devant la menace que représente l'URSS par ses conquêtes sans guerre et le maintien de sa puissance militaire, les Européens sollicitent les USA pour organiser une protection commune. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord en sera la concrétisation. La Belgique y adhère le 4 avril 1949 et alors que l'année précédente, elle avait réduit son corps de bataille, elle s'engage à fournir 2 divisions d'infanterie et 1 division blindée. À la conférence de Londres du 1er juin 1949, les alliés occidentaux envisagent de rendre à l'Allemagne son statut de nation libre et démocratique. Konrad Adenauer, le nouveau chancelier de la jeune République fédérale d'Allemagne, décide de faire de Bonn la nouvelle capitale allemande. La région de Bonn devient donc une zone neutre et doit être évacuée de toute présence militaire étrangère. Le QG du premier corps vient s'installer à Köln-Junkerdorf et l'Athénée de Bad Honnef doit se réfugier provisoirement à Wuppertal. Toen dus in 1950 was, toen Bonn hoofdstad werd, zijn wij daar moeten vertrekken, het Atheneum, naar de ongelukkige plaats die Wuppertal heet, in de Harding-barracks, boven op de berg, Ebersveld geloof ik heette dat, waar we dus een ongelukkige winter doorgebracht hebben. Zelfs die zware kapotjassen, die waren niet genoeg om ons te beschermen tegen die kou. Het is zelfs zover geweest dat de verwarming een stuk ging en dat we dus een verplicht verlof gekregen hebben van een paar maanden. La vie dans les forces belges d'occupation continue. Les 26 et 27 juin 1948, une grande fête culturelle et sportive est organisée à Cologne par le premier corps. 80 000 spectateurs y assistent. Alors, la mise en scène était terrible. Il y avait 3 musiques militaires sur le stade. Imaginez Piron revenu dans sa voiture, recevant Koenig et de Fretter, c'était l'apogée. Alors il y avait là-dedans, on avait convoqué l'Onogang. Bon, il y a certains d'entre nous qui avaient même un rôle dans cette Onogang. Il y avait une fête sportive, il y avait un récital de gymnastique avec le commandant Assèche et son école de Vélène, c'est ça, merci Madame Tavary. Bref, c'était fastueux. Dans les forces armées belges, on en a connu peu de choses comme celle-là. Situé dans l'Eifel, non loin de la frontière belgo-allemande, l'Ordenburg de Vogelsang est à l'origine un lieu d'instruction et de retraite pour les cadres du parti nazi. Après la guerre, le camp de Vogelsang devient un centre d'entraînement de l'armée britannique qui porte sa superficie à 6354 hectares. Les 500 habitants de Wolfshafen disposent de 14 jours en 1946 pour évacuer leur village. Aber diesen Dorf gibt es nicht mehr. Unser Dorf ist während der 1946 evakuiert worden. Als die Engländer Vorhang übernahmen, das war im Frühjahr 1946, hat man das Gelände, das ganze Gelände, gebraucht zu Übungszwecken. Wir mussten am 12. August kam der Räumungsbefehl, das waren 120 Familien, 520 Einwohner, innerhalb 14 Tagen mussten wir weg. Wohin? Hat keiner nachgefragt, jeder musste sich eine Bleibe suchen. Man gab uns LKWs, Militärfahrzeuge, um unser Hab und Gut wegzutransportieren. Dann waren wir ein paar Tage weg,
Und dann fing schon die Räuberei an und dann nachher schoss der Engländer so systematisch zu Übungszwecken alles kaputt. Une convention attribue le camp à l'armée belge le 1er avril 1950 et une section de la 4e compagnie des grenadiers est la première unité belge à y séjourner. Dès le 1er juillet, la 4e brigade y vient pour 2 semaines de manœuvre. Als de Engelsen dat kamp overgenomen hebben, was alles kapot. Er waren geen daken meer, er waren geen vensters meer, er waren geen deuren meer. Dat hebben ze allemaal hersteld met welgemeend oorlogsmateriaal. Dat wil zeggen met materiaal dat berekend was op een duur van ongeveer 4, 5, 6 jaar. Meer niet. Het is daarom dat we na een verloop van tijd, als we dat overgenomen hadden, 2, 3 jaar daarna, voor de verrassing van Vogelzang gekomen zijn. Het was niet de reprise de Vogelzang, het was la surprise de Vogelzang. Les installations du camp sont sans cesse améliorées. De 9 stands de tir en 1947, on passera à 39 en 1980. Jusqu'à la fin de 1955, Vogelzang sera utilisé exclusivement par des Belges. Ce n'est qu'à partir de cette date que les alliés britanniques, néerlandais, américains et canadiens viendront également s'y exercer régulièrement. « 1960 voit le camp amputé de plus ou moins 2000 hectares qui englobaient plusieurs villages, dont Dreiborn. Vogelzang est à cette époque en Allemagne le seul camp permanent administré entièrement par les Belges. Le premier corps dispose néanmoins pour son entraînement d'autres installations, comme celle de Bergenhöhen, d'Elsenborn et du petit camp d'infanterie de Breukhausen. Breukhausen was een kamp dat enkel uit tenten bestond. Er was wel hetgeen dat de Breukhausen noemde een schützenhalle, dat was een grote constructie in hout. Maar daar woonden ze niet in, daar was mijn bureau in en ik was commandant van het kamp daar. En ja, als generaal Piron daar geweest is, dan heeft hij die instellingen bezocht en in detail geïnspecteerd. En ik zei hem dan, ja, moesten we meer middelen hebben, dan zouden we kunnen beter organiseren en beter dingen doen. Dan heeft hij mij eenvoudig gezegd het volgende. En ik zei het zoals hij het gezegd heeft. Je ne suis pas d'accord. Organisons tout le confort qu'ils veulent. Mais au camp, ils doivent souffrir. Ter Breukhausen. Ja. Ik ben er naartoe geweest, ettelijke keren. Dat was dus een mars van Ziegen naar Breukhausen in 3 dagen. Telkens 33 kilometer. En we hadden alles bij ons. Al onze comfort lag op onze rug. Er waren geen wagens bij, er waren geen jeeps bij, er waren geen camions bij. En als we daar aankwamen, dan hadden we de tenten van de kolonel orkest, dat waren toen Malik de Kwankamp. Dat was een uitstekende school, dus voor de jonge miliciëns. En ook voor de officieren. Ik was toen kapitein. Alors que les premières mesures du plan Marshall entrent en vigueur, la guerre de Corée éclate le 25 juin 1950. La Belgique y envoie le contingent de la force d'un bataillon d'infanterie. Le 18 décembre 1950, l'OTAN décide la création d'une force de défense européenne placée sous commandement intégré. Les effectifs à atteindre sont de l'ordre de 30 divisions. Celles de la force d'intervention, nouvelle appellation du corps de bataille belge, en font partie. On parle désormais du commandement en chef des forces belges d'occupation, CCFBO, qui est également le commandant de la force d'intervention. La durée du service militaire passe de 12 à 24 mois.
En plus de nombreuses activités militaires, sportives et manœuvres, nos miliciens bénéficient d'une formation professionnelle dans des centres prévus à cet effet. La 16e brigade blindée est formée avec les 1er, 2e et 3e lanciers, ainsi que le 1er guide. Elle prend ensuite le nom de 16e groupement blindé, embryon de la future 16e division blindée. Elle reçoit les chars Chaffee et les Half-Track. Le QG de la 1re division d'infanterie s'installe à Bensberg, celui de la 4e division d'infanterie passe à Neheim et celui de la 16e division blindée à Aachen. Fin 1951. Le 16e groupement blindé occupe Kassel, dont le Kreuz s'ajoute à la zone d'occupation belge. La population allemande assiste à son premier défilé militaire depuis la fin des hostilités. Le Northern Army Group, Nordtag, est constitué le 1er février 1952 et s'articule comme suit. Sa zone de défense va d'Hambourg à Kassel et de la ligne de démarcation entre les deux Allemagnes jusqu'aux frontières hollandaises et belges. La situation prédominante des USA dans l'Alliance et l'usure du matériel britannique de l'armée belge entraîne son remplacement par du matériel américain et l'adoption de l'organisation US. Les premiers chars Patton sont livrés aux premiers lanciers à partir de juillet 52. D'autres matériels suivront, la grenade Energa, la mitraillette Vigneron, le blindicide, le FM et le FN. En juillet 51, la 16e division blindée, au cours de l'exercice Armada, exécute un franchissement du Rhin avec des moyens amphibies britanniques. La flottille belge du Rhin, quant à elle, s'occupe de la défense du fleuve. Elle est constituée de moyens de la force navale. On parle à nouveau du premier corps d'armée. Ce dernier participe en septembre 1952 aux manœuvres de l'OTAN Hold Fast, qui succède à l'exercice Counter Thrust de l'année précédente. Les forces belges d'occupation améliorent sans cesse leur installation. Ce n'est pourtant qu'à la fin de 1951 que sera créée à Weiden une section appelée Finance and Procurement, le futur service des achats en RFA, pour s'occuper des achats en milieu civil sous contrôle britannique. Jusqu'alors, il semblerait que le troc par les unités ait été l'origine des premières acquisitions. Die handel is dus, heeft dus wel degelijk plaats gehad. Wij hadden dus ook aan huis, wij woonden toen in Bad Godesberg, regelmatig werden daar transacties gevoerd, maar dan in koffie en sigaretten. Les effectifs ont augmenté et un programme de construction de nouvelles casernes et d'habitation pour les familles est nécessaire. Ce programme est mené à bien par le service des travaux du génie et par le service territorial, dont les attributions seront reprises par la suite par KTG et par le service du logement des familles. Les fastes des bataillons prennent une importance considérable pour les forces belges d'occupation. Ils sont le reflet de l'armée belge à l'étranger et participent à la motivation interne des unités. La vie sociale s'organise également. De nombreuses associations ont vu le jour. Les possibilités culturelles se développent. La bibliothèque Vichy depuis 1946 à Bad Godesberg. La maison belge créée à l'initiative du général Piron pour permettre la rencontre d'hommes d'affaires belges et rhénans a été inaugurée le 3 février 1950. La première salle du culte catholique à Weiden est inaugurée en novembre 1949.
Remplaçant l'ORAF, Office des renseignements et d'aide aux familles, le service social naît le 14 septembre 1952. Entre-temps, l'Athénée a déménagé vers Reusrath. La population scolaire augmente sans cesse et nécessite la construction de nouveaux locaux. C'était le paradis parce que c'était un endroit superbe. Vous imaginez un grand parc où il y avait ce très beau bâtiment des Hitlerjugend et auquel on avait ajouté des petits pavillons absolument charmants à colombage qu'on avait créés pour ajouter des classes. Et on pouvait aussi participer, quand on était plus grand, quand on était adolescent, au Schützenfest, à des excursions formidables parce que le pays est magnifique, donc aussi bien sur le Rhin qu'en Autriche, qu'en Bavière, etc. S'ajoutait à ça les fêtes militaires comme la Saint-Barth, la Saint-Éloi, etc., des banquets. Et donc c'était un brassage de culture fantastique. Un armistice met fin à la guerre de Corée le 27 juillet 1953. Le bataillon belge rentre au pays. Un apaisement relatif de la guerre froide et la mort de Staline font baisser la tension en Europe occidentale. Le 15 mai 1954, la durée du service militaire est ramenée à 18 mois. Une première escadrille, dotée d'avions monomoteurs Piper Super Cub, est créée à Butzweilerhof en septembre 1953. Elle dépend tactiquement de la force terrestre, mais administrativement de la force aérienne. Le 1er avril 1954, les escadrilles existantes deviennent des escadrilles de l'aviation légère. Utilisées pour le réglage de tir, elles sont sous contrôle de l'artillerie du 1er corps. C'est que toutes ces escadrilles qui étaient forces aériennes sont passées au sein de la force terrestre avec des pilotes force terrestre, tout en restant force aérienne. C'est ça la nouveauté. La plaine de Brascar était depuis 1940 un camp de prisonniers allemands. Donc il a fallu faire filer tous les baraquements que vous trouvez d'ailleurs sur les photos dont je vous ai parlé. Et alors, il n'y avait pas de main-d'œuvre. Il a été réquisitionné 60 prisonniers politiques à Marktplatz. En septembre 1954, le 1er corps participe aux manœuvres de l'OTAN Battle Royale dans la région de Soest-Gütersloh. Il s'agit du dernier exercice où toutes les unités du 1er corps participent au grand complet. D'autres activités animent les FBO. D'importantes compétitions sportives permettent de juger de la préparation des unités. Au fameux Cross-Piron, dont l'organisation remonte à 1946 et qui met en compétition des équipes de 55 hommes, se sont ajoutés le Challenge Autora, attribué à l'équipe victorieuse d'une piste d'obstacles réglementaire, et le prix Mélo, qui récompense les meilleurs tireurs. Octobre 1954 marque un tournant pour les forces belges d'occupation. Par l'entremise du protocole de Paris, la République fédérale allemande accède au traité de Bruxelles. L'année suivante, l'Allemagne sera membre à part entière de l'OTAN. On ne parlera plus de forces d'occupation, mais bien de forces belges en Allemagne. En 1950, le colonel de Wand, qui était officier opération au corps d'armée, a dû piloter les premiers officiers allemands de la Bundeswehr, avec lesquels nous avions des contacts. Il était chargé de les inviter à l'Astoria. Et le premier colonel allemand à côté duquel il se trouve, je crois que nous le connaissons, puisque Bobafiot était à Tcherkassy. Alors là, je peux dire, écoutez, je vous rappelle la mauvaise porte, parce que moi j'étais doté. Il y avait une confusion dans le... C'est intéressant. Un statut des forces de l'OTAN stationnées en Allemagne voit le jour. Il fallait pour nos forces beaucoup d'immeubles, beaucoup de surfaces de terrains d'exercice, etc. Et la liaison demandait au service allemand de nous procurer ces terrains, ces casernes, etc.
Le personnel des forces belges, et d'ailleurs toutes les personnes qui suivaient les forces belges, épouses, familles, etc., étaient tributaires de la législation allemande, à l'exception d'un certain nombre de choses qui étaient traitées par nos instances judiciaires, c'est-à-dire les conseils de guerre. Il y avait parfois, disons, quelques difficultés entre la magistrature allemande, de l'endroit où un accident, par exemple, était survenu, et nos conseils de guerre. Nous étions là pour essayer d'arranger les choses. La même année, le premier groupement médical voit le jour. Son autorité s'étend sur tous les organismes médicaux supportant le premier corps d'armée. Fin juin 1955, les premiers rhétoriciens quittent l'Athénée de Reusrath. Certains auront connu toutes les tribulations de l'enseignement belge en Allemagne depuis ses débuts. Was ik dus alleen in de Grieks-Latijns. Ik had dus een leraar voor mij alleen, die heette Staffan den Driessen, die onder andere, dat wil ik toch vermelden, een heel bekend boek geschreven heeft over die periode, die beginperiode tussen 48 en begin 50. En dat boek heet Bezet. Daar raad ik u aan voor te lezen om de atmosfeer van die tijd terug te kennen. Le 15 avril 1955, l'URSS réagit à la réalité de l'OTAN en créant le pacte de Varsovie. Complètement consacrés à leur mission militaire, clairement tournée vers l'Est, les FBA vont avoir à relever les défis de leur réalité sociale, économique et culturelles internes. Une autre période de la présence militaire belge en Allemagne peut commencer, celle de la 10e province.